Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, je reçois Félicia Harvey, vice-présidente, et Maxence Pelletier-Lebrun, président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Nous discutons du contexte politique actuel et du projet de loi 106. Nous revenons également sur le projet de loi 83 avec mes deux invités qui sont encore aux études en médecine, qui n'ont donc pas commencé leur résidence. Je revois l'entièreté de la problématique qui entoure la loi découlant du projet de loi 83 et le projet de loi 106 qui est encore en suspens au moment même où les fédérations médicales négocient avec le ministère de la Santé. Je pense que cette entrevue permet de jeter un regard différent sur les enjeux actuels du réseau et de constater à quel point les futurs médecins sont inquiets. Bonne écoute. Félicia et Maxence, bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui. Oui, ça va bien. Dans le contexte, disons, là, une période un peu difficile, là, la date d'aujourd'hui, là, pour ceux qui écoutent le 6 octobre 2025, là, on est en pleine crise dans le réseau de la santé. Ce n'est pas la première. Toutes les fois, on aimerait que ce soit la dernière. Puis, on dirait que ça revient au fil des cycles électoraux. Donc, je vous remercie d'être là, donc, comme représentant de la Fédération médicale étudiante du Québec. Donc, Maxence Pelletier-Lebrun, qui est président, Félicia Harvey, qui est vice-présidente, Maxence étudiant en médecine à Sherbrooke et Félicia à l'Université de Montréal. C'est bien ça? Exact. Des futurs médecins. Donc, j'avais déjà reçu votre prédécesseur, là, Maxime Bell. Donc, ça avait été une entrevue très intéressante. À une époque, c'était plus tranquille. Là. Aujourd'hui, je vous rejoins en crise et c'est d'autant plus pertinent que vous êtes un peu les victimes, entre guillemets, de ce conflit avec le gouvernement. Vous êtes pris dans les moyens de pression. C'est pour ça que je voulais vous parler. On va commencer peut-être avant là, de vraiment discuter du nœud de l'affaire. J'aimerais peut-être, Maxence, nous rappeler ce qu'est la FMEQ, son membership, son rôle, puis ça permettrait de mettre la table peut-être. Oui, certainement. Donc, la FMEQ, c'est une entité qui existe depuis à peu près 50 ans maintenant et qui représente tous les étudiants en médecine au Québec. Donc, ça compte ceux qui ont leur cours théorique au préclinique et ceux qui sont rendus à l'externat aussi. On a une structure qui est un peu particulière. On est vraiment une fédération qui va recouper les 4 associations locales, donc des 4 universités, Sherbrooke, McGill, Montréal et Laval. Et donc, on a vraiment une structure démocratique où c'est nos associations locales qui nous donnent notre mandat. Et le but, c'est vraiment de représenter les étudiants à une
scène plus nationale, que ce soit l'Assemblée nationale récemment, les fédérations médicales, différents comités canadiens, la FMC. Donc, on a beaucoup un rôle de représentation externe et on offre aussi plusieurs ressources à nos étudiants, que ce soit des partenariats, des activités en lien avec le CARMS, le jumelage. Donc, on a quand même de quoi nous garder occupés dans un mandat. Et vous avez également, Félicia, si je ne m'abuse, même des contacts ou une portion de votre travail qui est de garder des liens avec les associations étudiantes à l'extérieur du Québec. Donc, Exactement. On a autant un réseau ici au Québec que partout au Canada là, pour voir avec nos collègues et discuter de ce qui se passe puis faire de la représentation parce que les programmes de médecine sont aussi régulés beaucoup par le Canada. Donc, on a certains enjeux, tout ce qui est politique qui est plus provincial, puis tout ce qui est plus agrément universitaire qui va être plus canadien. Avez-vous simplement vraiment pour comme on dirait en bon québécois, la poutine, les cotisations, est-ce que c'est une cotisation obligatoire, volontaire ou comment fonctionnez-vous, Maxence? Oui, ça va être c'est une cotisation obligatoire qu'on va avoir. Donc, en fait, c'est les associations qui vont nous faire une cotisation. Mais on est quand même assez... on n'utilise pas notre argent de manière trop dépensante. Non, tout à fait. Des énormes cotisations. Et l'Assemblée constituante, disons, chaque université a un nombre de délégués ou chaque université envoie des... Oui, exact. Donc, en fait, nous, on tenait, malgré le fait qu'on commence à être très distribué en termes d'éducation médicale au Québec, là, on est rendu à 11 campus, puis 11 campus sont conclus de Moncton, mais on tenait quand même à faire des rencontres en présentiel parce que c'est ce qui est le plus efficace pour prendre des décisions. Donc, 6 fois par année, on a des conseils généraux où là, c'est vraiment des délégués de toutes les universités qui se rencontrent. Donc, on est à peu près une quarantaine, je dirais, dans ces événements-là. Et le reste de l'année, on a des instances qui sont plus... en ligne, donc pour nous permettre vraiment d'aller au quotidien. Donc des conseils exécutifs, conseils d'administration. Donc c'est pas mal ça notre fonctionnement pour l'instant. En tout cas, vous avez toute mon admiration pour vous impliquer de cette façon durant les études. Vraiment, là, c'est remarquable. Moi, j'ai envie de commencer, Félicia, peut-être en vous demandant quel est le moral des troupes là, sur le terrain, là, avec les moyens de pression actuels dont on va discuter dans quelques instants. Là, mais... Ouais. Des grosses semaines, certainement. Je dirais que le moral est un peu en train de changer, même. C'est un bon moment pour faire l'entrevue. Là. Je dirais au début de la grève de l'enseignement, évidemment, on ne savait pas l'ampleur que ça allait prendre, on ne savait pas la durée que ça allait avoir. Puis évidemment, les étudiants en médecine, depuis le début, là, peut-être on en reparlera plus tantôt, mais on s'était positionné là, contre le projet de loi 106. Donc, on trouvait que c'était pas un bon projet de loi pour réellement améliorer le réseau. Et donc, depuis le début de la grève, là, qu'on soutient les revendications des fédérations. Par contre, à l'entrée de la 4e semaine, les impacts sur les étudiants sont majeurs. Quand on parle des précliniques, donc ceux qui sont à l'université et qui ont des examens, il y en a beaucoup qui ont plus de professeurs depuis des semaines, qui doivent s'enseigner eux-mêmes la matière, donc qui ont quelques enjeux au niveau de la qualité de l'enseignement, mais je dirais que le moral est le plus difficile pour les externes, ceux qui font des stages cliniques, donc qui font plusieurs semaines dans chaque spécialité en rotation, donc qui sont à temps plein à l'hôpital tous les jours, qui là sont à la maison depuis bientôt 4 semaines, avec encore plus de questions que de réponses, parce que autant pour les universités, c'est une première, là, donc eux-mêmes ont de la difficulté à nous dire l'impact que ça va avoir sur les modalités de reprise, sur la graduation et même sur le processus CARMS, qui est un processus pan-canadien, mais on est dans une situation qui touche que le Québec, versus par exemple la pandémie, où là tout le monde était touché un peu également au Canada. En ce moment, nous, on va devoir déposer notre dossier puis avoir une candidature pour des postes de résidence, donc de spécialité, contre des gens qui n'auront eu aucun impact de cette grève-là, donc les autres étudiants canadiens. Donc, je dirais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes depuis le début de la grève, mais c'est en augmentation parce que là, les conséquences se font sentir, puis la chance de pouvoir reprendre ces semaines-là diminue, étant donné que le calendrier du programme de médecine est très condensé. Exactement. On n'a pas 4 mois de vacances là, à chaque été. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée,
Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Dites-moi, Maxence, malgré ce que Félicia vient de dire, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, vous supportez encore la Fédération des médecins spécialistes et éventuellement peut-être la FMOQ? Là, on est dans une semaine de transition, là, donc est-ce que vous supportez encore la FMSQ pour ces moyens de pression-là? Mais je crois que notre position dans les dernières semaines, il faut vraiment la séparer en deux. D'un côté, il y a les revendications que la FMSQ porte et que la FMOQ porte également par rapport au projet de loi 106, que nous, on considère que c'est des revendications légitimes, notamment par rapport au fait que l'enseignement n'est pas reconnu dans 106, la recherche qui n'est pas reconnue non plus. On avait des enjeux aussi en commission parlementaire avec la manière dont l'accessibilité collective était décrite, qu'on se demandait en pratique comment tu fais ça de juste rajouter des dizaines de milliers de Québécois au système de santé sans ressources additionnelles, sans salle d'opération, sans un professionnel autre que médecin. Donc, ça, on a les mêmes enjeux que les fédérations. Par rapport aux moyens de pression, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est un retour à l'enseignement le plus rapide, parce que comme Félicia l'a bien expliqué, les conséquences sont exponentielles de semaine en semaine sans enseignement. Et même si les facultés font des acrobaties, il y a un certain point où on va plus être capable de les reprendre. Puis déjà, les facultés sont en train de considérer que ça va être une prolongation des programmes pour plusieurs étudiants. Donc, de ne pas être capable de graduer en date du 1er juillet. Donc, notre position jusqu'à date, c'était qu'on croyait que les moyens de pression allaient faire une sorte d'électrochoc qui allait vraiment stimuler les négociations. Ça a marché d'une certaine manière, dans le sens qu'on entend maintenant la FMOQ et la FMSQ qui sont en médiation. Donc ça, on voit ça d'un bon œil. Mais on croit que le processus doit aller plus rapidement parce que là, ça reste quand même que le chemin qui a été parcouru dans les dernières semaines, il y a eu du chemin de parcouru, tout le monde le concède, mais on n'est pas sûr que c'est suffisant pour que ça se résolve rapidement non plus. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est bien dommage. Là. Pensez-vous, Maxence, que vous avez pris le gouvernement par surprise en supportant la fédération ou en étant solidaire? Là, on a même vu, moi, ça m'apparaît une première, là, une fédération, même des 4 fédérations, là, la fameuse photographie du petit déjeuner, là, avec FMOQ, FMSQ, donc plus les représentants des résidents et vous-même, là, pensez-vous avoir surpris le gouvernement ou est-ce que le ministre de la Santé s'attendait à ce que vous sortiez pour condamner ce moyen de pression-là? Donc? C'est dur à dire de savoir s'il a été surpris ou non, mais en même temps, on est dans un contexte où quelques mois plus tôt, on nous avait soumis le projet de loi 83 sans consultation qui ciblait directement des étudiants pour un problème qui n'existe pas vraiment au final, qui est la migration théorique des étudiants en dehors du Québec, alors qu'on sait que le bilan migratoire est positif pour le Québec. Donc, déjà là, il y avait, je crois, en termes de bonne foi des étudiants en médecine par rapport au gouvernement, l'élastique avait été un petit peu pété déjà, si on veut. Et nous, en fait, on ne voulait pas se positionner juste en tant que conseil exécutif, parce que ça aurait été trop gros comme décision. Donc, on a vraiment fait une instance, un conseil général extraordinaire où on a convoqué tout le monde. Et c'est de manière unanime les présidents des associations qui sont aboutis avec cette résolution-là. Donc, je crois que ça démontre quand même d'une solidarité de la part des étudiants qui se rendent compte que dans quelques années, c'est eux qui vont devoir gérer ce système de santé-là, que les combats qui sont menés actuellement, ça va percoler aussi dans les prochaines années. Donc, c'est sûr qu'il y a une perspective à long terme qui fait partie de la réflexion des étudiants en ce moment. Avez-vous eu, Félicia, au cours des derniers mois, là, on va dire depuis le printemps, disons, là, avez-vous eu des rencontres avec soit le ministre ou ses représentants pour discuter de ça? Là, donc, Oui, depuis le début des moyens de pression, là, on a des rencontres avec tous les partis. Donc, on a autant parlé avec le cabinet du ministre, on a parlé avec la ministre à l'enseignement supérieur la semaine dernière, on parle avec les fédérations. Par contre, comme on dit un peu au début, c'est un enjeu de négociation et nous, on n'est pas à la table. Et donc, tout ce qui se passe à la table est confidentiel. Donc, autant pour nous, on parle avec tout le monde, puis on a une belle écoute de tous les partis, mais notre pouvoir est limité. On peut pas, on n'est pas dans les négociations, donc on ne sait pas à quel point ça avance. On ne peut rien proposer. On est un peu
en attente de voir ce qui se passe. Puis je pense que c'est une autre chose qui ajoute beaucoup d'inquiétude au niveau des étudiants, c'est un peu l'impuissance de notre position. Donc oui, on a des discussions, puis chaque partie ont leur enjeu. Puis même si on a une belle écoute, en ce moment, on trouve que ça bouge pas assez vite. Dans un autre contexte, que les gens veulent prendre leur temps pour négocier, OK. Mais là, quand les conséquences sont autant grandes, nous, on évalue qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de négociation-là longue avec des moyens de pression aussi forts. Mais quand vous entendez Félicia, le ministre, en conférence de presse, il y a quelques semaines, dire que les fédérations n'ont pas négocié de l'été, alors qu'on sait très bien que ça a eu lieu, j'imagine, ça ne doit pas augmenter la confiance que vous avez ou envers le processus? Exactement. Ça fait partie d'un discours qu'on entend, puis je reviens sur ce que Maxence disait tout à l'heure. On a eu le projet de loi 83, là, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet de loi qui vise à faire signer des contrats aux étudiants en médecine, les obligeant à rester au Québec, au public pendant 5 ans. Après leurs études. Et il y avait eu tout un discours qui attribuait des caractéristiques aux étudiants en médecine qui n'étaient pas vraies. Puis ensuite, dans les médias, on avait entendu, là, on entend souvent médecins paresseux, puis les étudiants en médecine n'avaient pas été épargnés là, non plus par certains chroniqueurs. Et donc, tout ce discours-là n'aide pas à la confiance. Et là, de voir ensuite le gouvernement qui dit que les fédérations n'ont pas négocié, alors que c'est faux. Les fédérations l'ont prouvé par la suite. C'est extrêmement dommage, surtout que le gouvernement bénéficie d'une tribune. Quand le gouvernement parle, évidemment, ça va être reporté dans les médias, puis ça va être partagé. C'est dommage de voir que cette tribune-là est utilisée avec des informations qui sont fausses parce qu'après ça, cette information-là est difficile à changer. Même si les fédérations partagent sur leur Facebook ou dans un communiqué que la preuve qu'ils ont négociée, ça n'a pas la même portée que quand le ministre le dit. Tout à fait, tout à fait. J'ai été touché de la même façon par les propos du ministre. Moi, ce qui avait mis le feu aux poudres de mon côté, personnellement, c'est lorsque le ministre avait dit au début de l'été qu'il n'y avait pas de médecin spécialiste dans les hôpitaux après 4 heures le vendredi. Là. Donc, ça, je pense que ça va avoir été un point. Lorsqu'on va analyser cette crise dans quelques années, selon moi, ça va être le point tournant de l'affaire. Mais à suivre. Maxence, juste pour nos auditeurs, là, donc on a parlé un peu du projet de loi 83. Pour ceux que ça intéresse, j'avais reçu Dr Gassen Soufi en entrevue là, pour en discuter, donc les gens pourront le retrouver sur la plateforme. Le projet de loi 106, là, donc quelles sont vos préoccupations à la FMEQ face à ce projet de loi-là? Donc, puis en fait, ce sont les nôtres, c'est à certains égards, mais j'aimerais ça l'entendre là, de votre bouche. Là. Oui, je peux les énumérer rapidement pour ceux qui sont moins familiers. On est là pour ça. Donc, d'abord, le fait que le projet de loi va dresser des objectifs pour les médecins. Puis c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans les médias. Le monde ignore quasiment qu'il y a d'autres choses au projet de loi que juste les objectifs. Certaines des objections qu'on a par rapport à ça, c'est le fait d'avoir des objectifs nationaux. Donc, que notre rémunération en tant que médecin individuel serait déterminée selon des indicateurs nationaux. Nous, c'est un non-sens parce que tu n'as aucun pouvoir sur la moyenne nationale du nombre de chirurgies qui sont faites, du temps dans les urgences. C'est l'exemple qu'on donnait en commission, c'est comme de dire un professeur va être évalué selon la moyenne aux examens du ministère. C'est un peu ridicule. Donc ça, par rapport aux objectifs, on trouve que ce côté-là ne fonctionne pas trop dans le projet de loi actuel. Le fait que les objectifs ne prennent pas en compte l'enseignement, ne prennent pas en compte non plus la recherche, ne prennent pas en compte la paperasse, surtout pour les médecins de famille, que c'est facile de dire qu'un médecin de famille travaille 30 heures si tu ne prends pas en compte le fait qu'il y a par-dessus ça un 10-15 heures de paperasse peut-être dans sa semaine. Écoutez, comme médecin spécialiste, je vais vous dire aussi que c'est d'une lourdeur remarquable, mais continuez. Ouais. Non, je suis certain, ça touche à toutes les spécialités, mais c'est juste que médecin de famille, le ministre l'avait nommé spécifiquement que les médecins de famille travaillaient peu avec la paperasse. Donc, il y a cet enjeu-là que si on a des objectifs, mais qu'ils ne prennent même pas en compte tout ce qui se passe dans la pratique réelle, ça ne vaut pas vraiment la peine de les avoir. Il y a ça. Il y a le fait, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais comment, en fait, ils veulent faire le gouvernement pour que chaque Québécois ait accès à un milieu de soins, c'est d'associer de manière obligatoire tous les Québécois à un milieu de soins. Ce qui a bien des enjeux parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui est fait dans le projet de loi pour charter ça. Est-ce que ça va se passer sur 1 an, sur 2 ans? On n'a aucune information là-dessus. Et de dire à une GMF, par exemple, à partir de demain, tu dois accepter plusieurs milliers de nouveaux patients,
sans qu'il y ait de secrétaire en plus, sans qu'il y ait de physiothérapeute en plus, sans qu'il y ait de bureau en plus. Mais tu sais, c'est irréaliste. Puis on se demande, est-ce que c'est juste pour dans un an être capable de dire, tu sais, tous les Québécois sont pris en charge au Québec? Mais je veux dire, s'il n'y a aucune ressource supplémentaire, c'est vraiment des médecins de papier. Là. C'est l'expression qu'on avait utilisée en commission. Donc ça, c'est un autre enjeu qu'on a avec le projet de loi. Puis finalement, l'article 8 qui, en fait, donne la possibilité au ministre dans l'avenir de ne pas faire des négociations de la manière que ça s'est toujours fait, donc des tables communes, puis d'arriver à des ententes de principe, donc un peu de contourner ce moyen-là, qu'on pense que les médecins, comme n'importe quelle autre profession, devraient avoir accès au même mécanisme de négociation, et que ça, c'est un droit qui est acquis et qui devrait être maintenu. Donc je dirais que c'est comme les grands pans de nos problèmes avec le projet de loi 106, là, en ce moment. Vous avez... Oui, je vous écoute, oui. Oui, j'ajouterais peut-être aussi, parce que comme Maxence disait, ce qui est dommage, c'est que quand on le vulgarise, le projet de loi 106, tout ce qu'on entend, c'est relié à des objectifs, alors que le projet de loi 106 contient plein d'autres éléments. Puis nous, ce qu'on avait observé, puis qu'on avait dit aussi en commission parlementaire, c'est que ce projet de loi-là, puis tu sais, nous, c'est important que les gens le comprennent, n'est pas nécessaire pour faire ces changements-là. Tous les changements que le ministre voudrait faire, pourrait les faire s'ils sont entendus, évidemment, en table de négociation. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas besoin de passer par une loi. Le projet de loi, au final, ce qu'il fait, c'est outrepasser la table de négociation, ce qui n'est pas un processus que nous, on trouve légitime au Québec. Et donc, par exemple, nous, on donne l'exemple, puis les gens sont souvent surpris, mais il y a déjà des objectifs dans la rémunération. Par exemple, les médecins de famille ont des objectifs qui sont liés à une rémunération pour le nombre de patients qu'ils prennent en charge. Le mode de rémunération est déjà mixte au Québec. Par exemple, pour les médecins de famille qui travaillent déjà certains à salaire, à capitation et à l'acte. Donc, pour ceux qui auraient la notion que le projet de loi est nécessaire, il ne l'est pas. Après, bon, évidemment, il y a tous les enjeux que Maxence a dit, mais c'est surtout que c'est d'outrepasser le droit à la négociation qu'on trouvait qui n'était pas légitime. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Puis il y a de la désinformation qui circule, là, on dit des choses au sujet des médecins qu'on ne dirait pas dans d'autres négociations sur la place publique. D'abord, je trouvais que le ministre négociait beaucoup sur la place publique là, lors de sa fameuse conférence de presse il y a quelques semaines où il a dit qu'on n'avait pas négocié de l'été. Il avait essentiellement rendu public les offres du gouvernement. Vous entendez peut-être parfois l'argument qui dit qu'une augmentation de la rémunération n'est pas liée à une augmentation de la performance. Vous avez sûrement entendu ça, mais dans les faits, le but d'augmenter le salaire d'un travailleur, c'est pas nécessairement d'augmenter sa performance, c'est de s'ajouter au coût de la vie, à l'inflation ou autre. Donc, puis les choses que les gens oublient, là, j'en profite pour le redire encore une fois, c'est que la masse salariale globale des médecins n'a à peu près pas bougé depuis 10 ans. Le budget du ministère de la Santé, comme vous le savez, a plus que doublé ou doublé. Donc, en théorie, notre ratio, si vous voulez, au budget du ministère a diminué de 50%. Donc, moi, ma prétention, c'est qu'on devrait avoir
une médaille ou une mention de la part du ministre et non pas des critiques. Mais bref, on n'en est certainement pas là, ça c'est certain. J'avais bien aimé aussi, Maxence, là, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous êtes allé quand même dans certains points précis là, en commission, dans le projet de loi, notamment sur le risque pour un patient de perdre son médecin de famille, à la limite peut-être s'il déménageait d'une rue ou deux parce qu'il se trouve à changer de région. Le ministre prétend « non, c'est pas un problème, on va l'ajuster par règlement ». Moi, je considère que c'est encore quelque chose qui est obscur, inquiétant. L'autre exemple que je donnais, si ma compréhension est bonne, c'est qu'on pourrait imaginer qu'une femme dans la mi-trentaine, diabétique, hypertendue, donc ait un médecin de famille, puis aurait donc un code de vulnérabilité. Il n'est pas garanti que son médecin va pouvoir prendre ses enfants comme patient. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, Maxence. Ben oui, certainement. Puis, sur le premier point, on a eu des discussions avec le sous-ministre, puis le projet de loi n'est pas clair, puis on n'est pas juriste de formation, là, on essaie de devenir médecin. Puis, ce que le sous-ministre nous a dit, c'est qu'on perdrait son groupe de médecine familiale, par exemple, si on décidait de déménager de région, mais on ne perdrait pas son médecin de famille. Mais c'est vraiment charté drôlement dans le projet de loi, puis nous, on n'est pas sûr. En tout cas, ils disent qu'ils vont le modifier. On va laisser la chance de le modifier dans les prochains mois. Mais c'est ça. Puis ça pose des problèmes, entre autres. Nous, on pensait aux étudiants. Je veux dire, la majorité des étudiants vont quitter leur patelin, vont quitter leur ville à un certain moment donné pour aller étudier ailleurs. Puis de dire qu'un étudiant devrait perdre son médecin de famille ou bien son groupe de médecine de famille, peu importe, seulement parce qu'il change de région, c'est complètement insensé. Alors que de manière générale, tu vas avoir un rendez-vous par année et tu vas te déplacer pour la fois où tu en as besoin, même si c'est à quelques heures de où tu fais tes études. Donc ça, c'est un enjeu. Puis l'autre enjeu avec la femme enceinte puis avec les enfants, moi, je trouvais que il y avait juste un enjeu que le principe même de la médecine de famille, c'est dans le nom, là, c'est que tu vas suivre une famille. Donc, ça va être le grand-père, la mère, puis les enfants. Puis on est un peu en train de détruire toute cette beauté-là de la profession, que c'est quelque chose d'humaniste, qu'on va voir ces relations-là, puis ces familles-là se développer au courant des années. Puis il y a toute une question par rapport à la prévention que... je veux dire, un patient qui est en bonne santé va quand même avoir besoin d'avoir son dépistage de cancer colorectal, d'avoir son dépistage de cancer du sein, va avoir besoin d'avoir son cholestérol testé à un certain moment donné pour ne pas faire d'infarctus quand il va avoir 70 ans. Si on dit que seulement les patients très malades vont avoir une prise en charge, mais ce qu'on va faire, c'est que dans 10, 20, 30 ans, on va se créer plus de patients très malades qui vont tout d'un coup avoir leur pastille rouge et qui vont être pris en charge, alors que c'est des patients qui auraient bénéficié d'une approche plus préventive un peu plus tôt. Tout à fait, tout à fait. Félicia, vous parliez tout à l'heure de l'inscription des patients auprès des médecins de famille. Donc, ça existe déjà, cette forme d'objectif ou d'incitatif à la performance. Mais ça a peut-être été un peu délétère aussi à certains égards. Moi, ma conjointe est médecin de famille, puis lorsqu'elle est passée de l'UMF où elle était à un GMF, il y avait une obligation, comme vous le disiez tout à l'heure, d'inscrire des patients. Puis qu'est-ce que ça entraîne, ça? Souvent, c'est peut-être une inscription accélérée, mais pas nécessairement des patients qui en ont le plus besoin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on se retrouve à inscrire peut-être, entre guillemets, dans un contexte de pénurie, à inscrire peut-être trop de patients en bonne santé au détriment d'autres qui n'ont pas eu le loisir ou qui, par hasard, ne se sont pas retrouvés dans mon sans rendez-vous. Puis là, on se retrouve quelques années plus tard avec un quota qui est atteint. Puis finalement, il faudrait, à la limite, désinscrire des patients en bonne santé au profit d'autres. Ça devient comme, je sais pas, pour moi, ça devient ingérable de mon point de vue. Là, donc, puis c'est un peu créé par la réglementation plutôt qu'aider. Moi, je pense que plus on réglemente, pire c'est, mais c'est une vision politique. Oui, ben c'est ça. Des fois, on veut réglementer, puis l'objectif est louable, mais des fois, on fait pire que bien. Exactement. Puis, on n'évalue pas toutes les conséquences, finalement, de réglementer. Puis, des fois, de se fier au jugement des gens, ça peut fonctionner. Puis là, le problème du système de santé, c'est qu'il devient de plus en plus bureaucratique et très réglementé. Puis, des fois, ça fait des faux pas. Puis, c'est un peu le problème de se fier à des objectifs
qui sont seulement basés sur des indicateurs d'un tableau de bord. Là. Le ministre, dans ses objectifs, comme on disait, ne parlait pas d'enseignement, ne parlait pas de recherche, ou nous, on avait donné l'exemple dans France qu'il y a des objectifs, mais qui sont basés sur la santé publique. Donc, la prévention, le nombre de dépistages, des choses comme ça, qui, on espère, permettent, parce que c'est quand même nouveau comme programme, là, donc les études, il n'y a pas des études de très longue durée qui peuvent faire des grandes conclusions, mais on espère va aider la santé publique, la prévention pour justement pas, comme disait Maxence, arriver dans 10 ans avec du monde extrêmement malade. Mais là, en ce moment, nous, ce qu'on craint, c'est qu'on a l'impression que c'est des objectifs qui sont plus des objectifs électoraux d'un tableau de bord qui va descendre. Donc là, on parle de nombre de chirurgies et de tous les objectifs qu'on entend parler depuis des années et qui feraient une belle campagne électorale. Mais nous, ce qu'on veut, puis tu sais, on parle tout le temps de rémunération, mais tu sais, nous, les étudiants, puis les autres groupes aussi, il y a aussi de vraiment vouloir que le système de santé s'améliore. Puis les objectifs ne peuvent pas juste être basés sur une performance très quantitative. Il faut aussi faire une performance qui est qualitative. Puis c'est ce que les patients demandent aussi. Tu sais, souvent, les plaintes des patients, ça va être j'ai eu 5 minutes avec mon médecin, des choses comme ça. Ben moi, ce que je leur dis, c'est si votre médecin avait 1000 patients puis il va être obligé d'en avoir 3000, c'est sûr que votre temps ne va pas augmenter. Exactement. Donc, exactement. Maxence, avez-vous ou ressentez-vous chez vos collègues, là, il y a eu le projet de loi 83, donc qui limite ou empêche la migration vers le privé. Là, maintenant, on a le projet de loi 106. Est-ce que les étudiants en médecine, dans le moment au Québec, envisagent soit d'arrêter les études, on a vu des exemples quand même, des gens qui se sont prononcés à cet effet, ou de quitter la province, disons, ou les gens ont quand même espoir que ça s'arrange. Là, je vous dirais, arrêter les études, je l'ai moins entendu. Par exemple, aller dans une autre province, c'est un discours que j'avais pas entendu dans les premières années où j'étais en médecine. On s'entend que je suis à Sherbrooke, donc c'est peut-être un enjeu qui nous touche moins, mais c'est vraiment drôle à dire. Mais c'est le projet de loi 83 qui a comme un peu amené l'idée dans la tête de beaucoup d'étudiants. Hey, peut-être que j'ai pas envie de pratiquer au Québec alors qu'on est la législature qui a le cadre le plus restrictif, qu'on se fait taper sur la tête dans les médias pour aucune raison valable. Et on avait fait un sondage auprès de nos étudiants dans le cadre du projet de loi 83 qui montrait qu'il y en avait comme 57% qui considéraient d'aller faire leur résidence dans une autre province. Et il y a comme une sorte de passe-passe avec le projet de loi 83 également, où les contrats sont signés au début de la résidence. Donc, un étudiant actuel qui irait faire sa résidence dans une autre province, il ne serait pas touché. Donc, nous, ce qu'on a dit au ministre, c'est vous êtes juste en train de stimuler l'intérêt des étudiants pour une résidence ailleurs. Parce qu'un étudiant qui a le choix d'aller étudier à Ottawa puis de pouvoir faire ce qu'il veut de sa pratique après coup versus un autre étudiant qui va aller étudier à Gatineau puis qui va avoir un des cadres légaux les plus restrictifs, le choix est facile, tu t'en vas à Ottawa. Puis il y a aussi juste quelque chose de philosophique à ça, de se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de faire signer des contrats à des étudiants de 17 ans qui vont faire 5 ans d'études médicales, 5 ans de résidence, qui vont peut-être faire un fellow après, puis après ça, ils ont 5 ans de services obligatoires à faire. Tu sais, on parle au total de 17 ans. Il faut à 17 ans que tu signes un contrat qui va s'appliquer jusqu'à 17 ans plus tard. Je veux dire, il n'y a aucun autre personne de 17 ans qui a ça au Québec. Tu n'as même pas le droit de boire dans un bar et tu dois planifier ton avenir aussi longtemps en avance. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça. C'est sûr que nous, on aimerait ça que les étudiants formés au Québec, en majorité, restent au Québec, mais je crois que le discours ambiant en ce moment fait que plusieurs se posent des questions. Je crois qu'aussi au niveau de la valorisation de la médecine de famille, moi et Félicien, on a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années. Puis des fois, c'est un peu dommage de voir qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Puis même en ce moment, la table nationale de valorisation de la médecine de famille, qui siège depuis un peu moins de 3 ans, elle a été mise sur pause parce que le monde, comme dans le contexte actuel, on ne peut même pas continuer les travaux. On ne sait pas sur quoi on va travailler parce qu'il y a tellement de brouhaha ambiant. Donc, c'est ça. C'est peu positif comme message, mais c'est ça qu'on entend. Ben non, mais je pense que c'est important que les gens le comprennent, là, venant de votre bouche, là, parce que, tu sais, nous, mettons, moi, par exemple, là, je peux paraître comme un opportuniste, un dinosaure, tu sais, des idées préconçues, je veux juste défendre mon territoire ou autre, là, mais pour revenir au projet de loi 83, c'était pas nécessairement l'objectif, mais c'est important, là, on entendait la notion de contrat social. Donc, le fait, les études en médecine sont payées au Québec, on cite des montants incroyables. À ma connaissance, on inclut dans le coût de ces études-là le salaire des résidents. Pour que les gens comprennent bien, là, vous avez parlé un peu des études en médecine tout à l'heure. Là, la première portion des études en médecine, je vous invite à corriger ou à compléter par la suite.
ce qu'on appelle le préclinique, là, ce sont vraiment des études à la faculté de médecine. Peut-être dans certains programmes, il y a un petit peu plus de stages en début de formation, mais essentiellement à la faculté de médecine. Après, on parle de l'externat, là, pour que les gens comprennent bien l'externat. Là, les externes ne sont pas payés, effectuent un travail clinique qui est important, décharge les résidents et les patrons là, d'une portion de travail qui est quand même importante, sans être payés, paient des frais de scolarité dans les faits. Et donc, ce que je dis, moi, imaginez qu'un externe en médecine, c'est comme un étudiant qui fait du bénévolat à temps plein. Là, t'sais. Fait que c'est un peu ça. Puis ensuite, quand on tombe en résidence, donc, là, on a quelqu'un qui travaille et qui étudie en même temps. Fait que ça, c'est l'équivalent d'un étudiant qui travaille à temps plein. Là. C'est de cet ordre-là. Donc, on ne parle pas des semaines de 30 heures. Là. On parle... moi, je vais parler pour mon domaine là, en chirurgie. C'est facilement des semaines de 60 à 70 heures. Là. Facilement. Ouais. Des petites semaines. Là, parce que ça va commencer à 6h30, 6h le matin, puis ça se termine quand c'est terminé. Là. Donc, puis je reviens au contrat social. Moi, je trouve ça épouvantable, là, je vous dirais. Là. Puis je vais vous dire, moi, mon contrat social à moi, là, c'est que moi, on paie beaucoup d'impôts. Là. Puis ça me fait plaisir de payer de l'impôt, mais pas pour mettre en prison, là, dans une prison législative, les jeunes médecins. Là, au contraire, moi, je paie de l'impôt pour offrir à tous les jeunes Québécois les meilleures études possibles et les meilleures opportunités. Puis si ces opportunités-là, pour certains d'entre eux, parce que c'est plus attrayant, sont à l'extérieur du Québec, bien, tant mieux pour eux. Puis ça nous incitera à être plus attirants au niveau professionnel. Puis je trouve ça très, très curieux qu'on ait un artiste qui réussisse à l'international, puis qu'on va l'encenser. On va avoir un ingénieur qui va aller à la NASA, construire des fusées. On va trouver que c'est un gars extraordinaire. Puis là, on aurait un neurochirurgien québécois ou autre qui irait travailler à Harvard. Puis ça, on dirait que c'est un traître. Moi, cette notion-là de contrat social, moi, là, c'est pas la première fois que je le dis, j'embarque zéro. Zéro. Je trouve que c'est délirant. Mais bref, je sais pas si vous avez autre chose à ajouter. C'est ça, en commission parlementaire, au début, il y a une portion où on était factuel, on donnait des points, des arguments, mais il y a un point où on a juste voulu défendre que nous, notre vision du Québec, c'est que la gratuité partielle de la scolarité, c'est un choix de société qu'on a fait lors de la Révolution tranquille. Exactement. Pour permettre à une égalité des chances, que je pense qu'on chérit beaucoup au Québec, qui veut dire que les gens peuvent, s'ils veulent, s'élever, puis s'éduquer, puis accéder à des professions. Exactement. Et que elle est offerte à tous les Québécois, cette gratuité-là. On a parlé de chiffres, mais les études universitaires sont payées de la même façon pour tout le monde. Donc, toutes les professions bénéficient de pouvoir faire des études universitaires partiellement gratuites. Là. Il y a un certain frais de scolarité. Et là, premièrement, de sortir un chiffre, comme vous avez dit, qui inclut un salaire, c'est comme, l'exemple est simple, on prend n'importe quelle profession, on prend les 5 premières années de leur salaire, puis on l'ajoute aux frais de scolarité de leur bac avant, ça n'a aucun sens. Les médecins résidents, comme vous avez dit, travaillent, un salaire qui n'est pas exorbitant, travaillent en moyenne, je pense que c'est 72 heures, là, le dernier constat, mais évidemment, ça diffère d'une profession à l'autre, mais c'est sûr que d'une spécialité à l'autre, pardon, mais c'est sûr que c'est en haut de 40 heures semaine. Prescrivent, soignent les gens, font beaucoup de garde, qu'on l'inclut dans le chiffre. Premièrement, nous, on était complètement en désaccord. On trouvait que c'était pas vraiment de bonne foi. Deuxièmement, les études, les gens on n'a aucune comparaison d'autres études coûtent combien. Puis nous, on avait recherché un peu, puis on n'avait pas eu de chiffres directement, mais on avait su que les études médicales n'étaient pas nécessairement les plus chères pour le Québec. Mais en dehors de tout ça, comme vous avez dit, nous, c'était juste la valeur du Québec d'offrir aux gens d'étudier, de dire tout le monde, vous pouvez étudier partiellement gratuitement, mais vous, les médecins, vous êtes le seul groupe de la société qui va devoir avoir un retour de service ou sinon des amendes qui s'élevaient à plusieurs millions de dollars par semaine si on quitte le Québec. Puis là, comme on a dit tantôt, l'idée que les étudiants partaient en masse hors du Québec, c'est faux. Mais en plus de ça, c'est que
quand on retombe à l'humain, là, puis nous, on a entendu plein de témoignages d'étudiants là, lorsque le projet de loi 83 était sorti, de gens que leurs familles sont à l'étranger, Exactement. des gens qui sont des Canadiens hors province du Québec, qui sont venus étudier au Québec, qui n'avaient pas idée que ce projet de loi-là allait être en vigueur à la fin de leurs études, qui, eux, ont toujours eu comme plan de retourner chez eux après. Là, ils sont pris avec l'idée d'un contrat. Des étudiants qui se sont fait un conjoint à l'international à l'université puis qui veulent partir avec leur conjoint. Je veux dire, on va pas commencer à dire aux gens au Québec comment vivre puis où vivre pendant avec un contrat de 5 ans parce qu'ils ont décidé d'étudier dans un métier précis. Fait que ça, nous, on était complètement en désaccord avec ce point-là. Mais malheureusement, le gouvernement a décidé de continuer avec son projet de loi, n'a pas fait d'amendement par rapport à ces articles-là, et donc ne sera pas en vigueur cette année en raison là, que le projet de loi est difficilement applicable. C'est ce qu'on avait défendu en commission parlementaire par rapport à d'autres règlements et lois qui existent. Mais là, ils travaillent là-dessus, donc peut-être à partir de l'année prochaine, malheureusement, que les étudiants vont devoir signer ces contrats-là. Mais on a quand même une chirurgienne au Québec qui a contesté une autre section du projet de loi 83 récemment et qui a gagné. Là, donc. Oui. Parce que ce projet de loi-là également prévoit certaines règles pour gérer la migration entre le privé et le public. Cela est encore une fois le résultat d'une législation, selon moi, qui est trop coercitive, là, donc où on oblige les gens à s'inscrire, à viser la régie. Là, maintenant, avec le projet de loi 83, ça prend l'accord. Moi, j'ai mon président de CMDP qui a été interpellé là, pour un médecin qui veut là, se désinscrire pendant quelques jours. Là. On est rendu là, tu sais, donc... Mais bref... Puis, même en dehors du débat public-privé, puis on va avoir notre positionnement là-dessus, il y a aussi juste une question de cohérence, qu'on a un des gouvernements qui, dans les dernières années, a vraiment donné du poids au privé, qui lui a donné des contrats avec les centres médicaux spécialisés, avec Santé Québec, qui laisse également plus de place. Donc, on a ce gouvernement-là, puis après ça, ils sont comme surpris qu'il y a un intérêt grandissant pour le privé. Je veux dire, c'est pas dur de voir la relation entre les deux. Donc, ce qu'on demande, c'est un peu de cohérence aussi de la part du gouvernement là-dedans, que s'ils veulent vraiment serrer la vis sur le privé, comme ils ont dit, bien, il existe déjà des mesures qui sont implantées dans toutes les autres provinces canadiennes qui ont à peu près pas de problème avec le privé, qui sont beaucoup plus structurantes puis qui ne demandent pas d'avoir des contrats qui vont être contre-productifs comme ce qu'ils proposent avec le PL 83. Vous parliez, Félicia, tout à l'heure, que je m'excuse, le nom, là, la table là, de valorisation de la médecine familiale dont les travaux sont suspendus, ça, c'est un autre des effets délétères du climat dans lequel on est, c'est qu'on ne discute de rien d'autre. Là. Exactement. Donc, je disais en entrevue à la radio ce matin, moi je m'attendrais à ce que le ministre de la Santé, ce soit le chef d'orchestre de grandes discussions sur l'avenir de la santé au Québec, qu'on discute du vieillissement, qu'on discute de la féminisation de la profession si c'est nécessaire, parce qu'il y a plein d'enjeux reliés à ça aussi. Là. Donc, mais non, on est juste dans un système ou dans un contexte où c'est de la chicane perpétuelle. Puis même lorsque la crise se résout, elle va finir par se résoudre, les effets vont perdurer. Là. Je veux dire, les liens de confiance sont brisés. Là, donc, oui, exactement. Depuis quelques années, on est dans un affrontement perpétuel public. On en entend parler dans les médias toutes les semaines. Autant pour la population que pour les gens au sein du réseau, ça devient fatigant de toujours entendre cet affrontement-là. Si une semaine, ça va être une guerre de chiffres. Donc là, le gouvernement va arriver avec des chiffres qu'on va contredire avec d'autres chiffres qu'on va... C'est vraiment pas un climat, non, qui est encourageant puis qui motive les troupes à se dire « Hey, je veux que ça fonctionne. » Puis par rapport aux objectifs, par exemple, je vais en donner plus quand on se fait tirer dessus, qu'on est paresseux, qu'on n'en fait pas assez, que... Fait ce discours-là, je pense qu'il est vraiment délétère, puis notamment pour la médecine de famille, parce que la médecine de famille, depuis quelques années, est un peu moins populaire chez les étudiants. Puis, ils ont aussi une grande perte là, en raison du vieillissement. Là, les effectifs médicaux suivent la population, là, donc les médecins de famille qui vieillissent et qui quittent la profession. Puis, tout le monde le sait, on est en manque de médecins de famille au Québec. C'est dommage qu'on aille à valoriser une profession qui est aussi belle. Là, comme c'est dommage de devoir faire tout ça pour essayer de dire que c'est le fun comme profession, mais c'est parce qu'on entend tellement un discours négatif que les étudiants, pour beaucoup, se disent
hey, tu sais quoi, je vais aller en spécialité. Au moins, il n'y a pas ce discours-là. Les spécialistes ont d'autres problèmes aussi. Là, tout n'est pas parfait. Mais ce discours-là dénigrant vers la médecine de famille est vraiment délétère. Puis, moi et Maxence, là, dans nos mandats à la FMEQ, on travaillait sur la table de la valorisation de la médecine de famille. Mais comme disait Maxence, c'est qu'on faisait des travaux à petite, moyenne échelle. Et là, à grande échelle, on entendait un discours dénigrant dans les médias. Tu sais, on avait l'impression qu'on travaillait pour rien, là. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Je suis 100% d'accord. J'aimerais vous entendre parce que moi-même, je regardais le projet de loi 106, certaines cibles objectifs qu'on ne connaît pas pour l'instant. Là. Donc, un autre élément qu'il faut bien mentionner aussi, c'est que dans le projet de loi, c'est une responsabilité qui est unilatérale pour les médecins là, d'atteindre des objectifs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, aucun engagement de la part du gouvernement de fournir les ressources pour atteindre les 10 objectifs. Mais je me faisais la réflexion. Puis c'est pour ça que je parlais de féminisation de la profession. J'ai même interpellé le Conseil du statut de la femme à cet effet. Je me demandais si c'était pas même discriminatoire un peu à l'endroit des femmes, parce que qu'on le veuille ou non, les femmes médecins aussi, là, ma conjointe en étant l'exemple, gardent quand même plus de tâches souvent extra-professionnelles que les hommes, qu'on parle de tout ce qui est au niveau familial, maison ou autre. Et, en tout cas, vous saurez me le dire, on a vendu ce modèle-là de conciliation travail-famille, puis peut-être de dire, moi je trouve ça extraordinaire, là, il y a plus de femmes maintenant que d'hommes en médecine, j'ai aucun problème avec ça, mais ça venait peut-être avec cette idée que vous allez pouvoir quand même adapter votre pratique, avoir une vie pleine et entière, même si ça veut dire que pendant une certaine période de votre vie, vous ne travaillerez peut-être pas par choix, vous ne travaillerez peut-être pas à temps complet, pour toutes sortes de raisons, parce que qu'on le veuille ou non, si on a des enfants, puis on a des congés de maternité, puis finalement, on finit par faire des choix où on dit, moi, le mardi, moi, j'arrête à 3 heures parce que j'ai telle activité ou autre avec les enfants. Puis je trouvais donc que c'était discriminatoire à l'endroit des femmes parce qu'on vient leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas capable de travailler à 100%, vous allez être pénalisé. Puis je me faisais même la réflexion, là, peut-être ça pourra rebondir sur Maxence à la suite, envers peut-être les médecins plus âgés, où ce projet de loi-là ne prévoit aucune possibilité de ralentir. Là, donc, puis moi, je vais avoir 56 ans, là, donc ça va faire 30 ans bientôt que je pratique. Dans beaucoup d'autres domaines de la société, on pourrait considérer normal que je commence à ralentir, mais je ne vois pas dans ce projet de loi-là une possibilité. Donc, je voulais vous entendre, Félicia, là-dessus. Là. Est-ce que j'ai raison? Je suis dans le champ parce que je suis un dinosaure. Ouais, c'est un peu le danger là, de sortir des statistiques comme ça en disant le nombre de congés par année, d'heures travaillées et tout. Là. Oui. Moi, évidemment, je baigne là-dedans et tout, mais les commentaires sous beaucoup d'articles et tout, là, évidemment, ça ne représente pas nécessairement toute la population, mais c'est quand même triste qu'on peut y lire là, sur les hypothèses que les gens y font, comme quoi que c'est ça qu'on met plus de femmes et des commentaires qui, oui, sont discriminatoires. Et donc, puis je dirais même que ça dépasse les femmes. Hein. C'est dans toute la société, on voit les gens, autant les hommes que les femmes, la plus jeune génération qui veut un meilleur équilibre de travail et de famille et d'activité personnelle. Ça, c'est dans toutes les sphères de la société qu'on le voit. Et notamment en médecine aussi, c'est que, comme vous dites, puis là, la FMOQ avait rectifié aussi des points par rapport à ça. On va quand même pas commencer à tirer sur les femmes qui prennent un congé maternité. Exactement. Donc, moi, je pense que l'idée de faire
les gens qui ne travaillent pas le nombre d'heures qu'on voudrait ont une raison, puis essayer de s'attaquer à ça avec un projet de loi, là, c'est tirer sur toutes les autres. Parce que les gens, à la fin, ont quand même le droit, en tout cas, nous, on pense, de faire les choix qu'ils veulent dans leur vie. Puis, on commençait à essayer de les pointer du doigt, de les forcer à travailler plus. Comme vous dites, c'est aussi un risque qui partent, qui changent de province ou de profession. Puis, on avait eu beaucoup de témoignages de ça à la table, notamment, de femmes qui donnaient les mêmes exemples que vous donniez de tâches parentales beaucoup plus grandes que leurs conjoints, puis qui disaient, pour cette raison-là, moi, je fais 4 jours semaine. Puis c'est dommage qu'elles aillent à se défendre de ça, là. Puis elle disait, si le projet de loi m'empêche de faire 4 jours semaine, ben je vais juste quitter la profession. C'est incroyable. Puis ça va être 0 jours semaine. C'est ça. Tu sais, on n'est pas gagnant, là. Exactement. Donc, d'essayer de gérer les gens, je pense qu'on risque juste d'avoir plus de pertes. Maxence? Oui, puis peut-être un point aussi que moi qui m'avais un peu flabbergasté, là, comme bon Québécois, quand on est allé en commission, c'est pour le PL 83, quand on avait demandé comment vous avez calculé ça, votre 5 ans de service obligatoire, avez-vous pensé au congé de maternité? Puis là, silence radio, personne n'avait pensé à ça visiblement, c'était comme même pas dans leur préoccupation. Donc, tu sais, ça en dit long sur la réflexion derrière. Puis, tu sais, je dirais aussi que même pour les jeunes hommes qui vont graduer, tu sais, on a quand même une chance au Québec d'être une société assez égalitaire où on est en fait l'endroit dans le monde, je ne sais pas si c'est encore un jour, mais l'endroit dans le monde où on a le plus haut taux de participation des femmes sur le marché du travail. Et ça vient aussi avec les hommes, on l'espère, qui vont prendre un peu plus de tâches à la maison pour balancer le tout. Mais je veux dire, un homme au Québec a le droit de vouloir être papa puis prendre du temps avec ses enfants et avoir cet équilibre-là aussi. Non, c'est ça. Mais moi, ce que je disais avec les congés de paternité, donc c'est ça, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que règle générale, je pense que les femmes en font peut-être encore plus, peut-être trop, que les hommes, disons, là, même pas dans il y a encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Moi, la réflexion que je me faisais, c'est que la profession s'était féminisée, mais notre vision de la profession était demeurée peut-être masculine, entre guillemets. Puis dans ces projets de loi-là, je vois pas beaucoup de touches féminines. Je sais pas ce que vous en pensez, Félicia, donc... ça me semble... Non, ben c'est ça. Comme Maxence disait, quand on est pour le projet de loi 83, quand on demandait est-ce que les femmes, pour la durée de 5 ans, est-ce que les femmes qui ont un enfant vont être pénalisées? Donc, est-ce que finalement, ça va être 5 ans plus tous tes congés maternité, donc par exemple 8 ans de contrat? C'est ça. Puis comme Maxence disait, aucune réponse. OK, on va s'adapter. Puis là, on se disait... Wow, OK, on n'est pas allé loin dans l'exemple niché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes qui ont été consultées pour ça. Exact. On est allé dans l'exemple qui représente peut-être 60% des gens qui vont avoir ces contrats-là. Donc, c'est pas comme ça on avait pris un exemple d'une personne qui avait une situation extrêmement particulière. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quand même décevant de voir ça. Comme vous dites, parce que d'un bord, on dit qu'on est fier que ça se féminise et qu'on est content. Puis là, de l'autre bord, ça vient avec aucun ajustement. Tout à fait. C'est quoi la suite pour la Fédération médicale étudiante? Donc, je le disais tout à l'heure, là, nous sommes le 6 octobre. L'entrevue devrait être en ondes le 13. Donc, quelle est la suite des choses pour vous? Demain, de notre côté, on a convoqué une instance, donc un conseil général extraordinaire avec les présidents de toutes les associations locales pour voir si on a envie de garder la même position, d'adapter ça vu que les moyens de pression commencent à se prolonger. Donc, on va sûrement voter quelque chose de nouveau. On suit aussi ce mercredi la FMSQ qui a annoncé qu'il allait faire une annonce le 8 octobre selon comment la médiation allait avoir progressé au cours de la semaine. Donc, c'est sûr qu'on va réagir à ça aussi dans les médias. Puis, on continue à entretenir différents contacts, que ce soit avec le CARMS, avec les facultés de médecine, avec avec aussi les doyens, pour essayer d'avoir les meilleures mesures pour un peu pallier la situation. Notamment, on essaie de prolonger les échéances pour le CARMS pour avoir des dossiers plus complets puis que les étudiants soient le moins pénalisés possible, qu'essayer que les mesures de récupération des stages affectent le moins possible les étudiants. Donc, un peu des mesures pour limiter les effets, si on veut. Quand même. Félicia, si vous aviez le ministre de la Santé qui apparaît là, comme 4e invité, là, par surprise, qu'est-ce que vous lui diriez ou quel serait vos... Oui. Je lui dirais de prioriser l'enseignement médical. Qu'au Québec, on ne peut pas se permettre de mettre sur pause l'usine de médecins.
que les conséquences, c'est pas juste sur les étudiants en médecine, mais ça va être sur les patients de demain. Là. Puis demain, on parle pas dans 10 ans, là, on parle de juillet 2026 où 1000 nouveaux médecins devraient graduer et entrer sur le marché du travail. Et ça, c'est compromis. Et il y a le pouvoir en ce moment de prioriser l'enseignement médical, soit en retirant son projet de loi, soit en faisant des amendements majeurs au projet de loi. Mais on doit sortir de l'affrontement actuel. Puis, on doit permettre aux étudiants de retourner à l'école. Merci. Maxence, considérez-vous que vous êtes suffisamment consulté, écouté ou dans cette réflexion qui est en cours actuellement? Ou, vous parliez tout à l'heure, Félicie disait que vous n'étiez pas aux tables ou vous devriez avoir plus de place? On a quand même des rencontres. On a quand même des rencontres fréquentes, je dirais, avec la FMOQ, la FMSQ, avec le cabinet aussi. Ce qu'on trouve dommage un peu, à la fois avec PL 83 et PL 106, c'est qu'on n'a jamais été consulté en amont de ces projets de loi-là. Puis ce qui aurait honnêtement aidé un peu le ministre lui-même, parce que comme on dit, il y a plein d'exemples qu'on connaît, qui ne connaît pas, qui n'ont jamais été inclus dans ces projets de loi-là, de considération à prendre en compte. Donc, on croit qu'il y a le potentiel d'avoir une approche qui est beaucoup plus collaborative au niveau du système de santé, plutôt que d'arriver avec un projet de loi surprise, puis on nous demande de témoigner en commission parlementaire 10 jours plus tard. C'est ça qui est arrivé là, pour le projet de loi 106. Félicie et moi, on a fait ça un peu d'arrache-pied dans les semaines qui précédaient ça, mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on devrait avoir nos débats publics au Québec, d'essayer dans une période hyper rapprochée de tenir un débat, alors qu'on avait toute l'année pour se parler entre nous et essayer de trouver des solutions qui marchent. Ce que je trouve déplorable, c'est de générer cet état d'urgence. Là, puis, donc, vous êtes pris en otage, bien involontairement. Là, puis je pense que les gens impliqués comprennent la nature du processus. Puis éventuellement, on prend un peu la population en otage. Ça occupe trop de place. Je veux dire, ça devrait se négocier, ça, je veux dire, entre adultes autour d'une table. Je comprends pas qu'on en soit là, mais il semble que ce soit comme ça qu'on négocie au Québec, là, malheureusement, là, sur une base historique. Et à suivre. Écoutez, on va suivre ça de près, puis souhaitant que ça se règle le plus rapidement possible. Chers amis, là, malgré la lourdeur du propos, là, on termine ça avec un petit sourire en général. Donc, ça permet d'alléger l'atmosphère. Il y a une petite section baguette magique. Je vais commencer avec Maxence. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il changerait dans le réseau de la santé par magie. Là. Donc, ça va peut-être rechercher des choses qu'on a dites ou... Honnêtement, moi, ce serait juste tout ce qui est comme autre que de la médecine, qu'on passe beaucoup trop de temps à faire puis qu'on a juste envie de soigner, que ce soit les systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas, les dictées qui sont marmonnées au téléphone, la bureaucratie, la paperasse qui ne sert à rien. Si on peut juste tasser ça de la main puis dire j'ai du temps avec mon patient devant moi puis le but, c'est de le soigner. Je crois qu'on serait tous plus heureux, puis les Québécois seraient plus heureux avec ça aussi, certainement. Félicia? Oui, moi, je dirais les infrastructures. Si j'avais une baguette de magique, là, je nous mettrais des hôpitaux neufs partout au Québec, parce que les gens et tout, c'est de la culture, on peut le changer, on peut évoluer, on peut faire des projets de loi, mais les infrastructures, avoir la vitesse que ça va, j'ai l'impression que ça nous aiderait beaucoup. Tout à fait. Une rencontre de rêve, Félicia, vivante ou décédée? Oui. Honnêtement, ça va y aller avec la première réponse qui me vient en tête, mais ça serait René Lévesque, qui a laissé un grand legs au Québec, et notamment l'idée qu'on avait le pouvoir de s'autodéterminer et de faire des grandes choses. Excellent. Écoutez, c'est un excellent choix. C'est drôle que vous disiez ça, parce que la réflexion que je me fais depuis quelques semaines, quand je regarde un peu le gouvernement de la CAQ, c'est je pense que le premier ministre est très inquiet de son héritage politique. Puis, il se compare nécessairement au plus grand. Là, lorsqu'on accède à ce niveau-là, on aimerait ça. Puis, je pense qu'il est un peu inquiet à cet égard. Mais bref, l'avenir nous le dira. Et Maxence, vous avez-vous une rencontre de rêve? Oui, je dirais qu'en dehors de toute l'implication, je suis quand même un bon lecteur dans la vie. Donc, je dirais Albert Camus. OK. Des fois, je dis à la blague que je ne serais pas en médecine si ce n'était pas pour le roman La peste. Là, puis je crois que pour ceux qui sont intéressés par la médecine, ça montre vraiment une image d'un médecin qui, malgré l'absurde de la situation, dans son cas c'est une peste, dans notre cas c'est des projets de loi, qui est capable d'avoir une approche solidaire puis de se serrer les coudes. Je crois que c'est un bon modèle pour tous les médecins en devenir et ceux qui sont déjà en pratique. Écoutez, c'est une belle façon de conclure. Donc, Félicia Harvey, vous êtes vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec. Maxence Pelletier-Lebrun, vous êtes président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Je vous remercie beaucoup pour la rencontre, puis en souhaitant une issue favorable prochainement. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.